Salut à tous. Bon, bienvenue sur le podcast Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod et aujourd'hui je suis seul pour vous faire le récap de l'UFC 316 qui a eu lieu dans la nuit du 7 au 8 juin au Prudential Center de Newark. Comme d'habitude, je vais vous parler, c'est la mauvaise habitude, de la main card de cette UFC 316. Une main card qui était plutôt intéressante, pas exceptionnelle, certes, mais qui se laissait regarder, on a vu pire. Parce que même s'il y a des combats qui auraient pu être très compliqués à regarder, parce que peut-être un petit peu long, il s'est passé toujours quelque chose où il y a toujours eu un combattant qui nous a permis en fait d'avoir un petit peu plus de spectacle et de profiter un petit peu plus de cette carte et d'arriver à rester devant sans être plutôt déçu. En fait, voilà, une carte sympathique, pas extraordinaire, même si le main event a tenu toutes ses promesses, mais pas extraordinaire, mais voilà, bien, sympa, on va pas se mentir. Surtout qu'en plus cette main card, elle a été très bien lancée par le main event de la carte préliminaire avec Joshua Van contre Silva, qui moi personnellement, qui me suis réveillé un tout petit peu plus tôt et qui est tombé vraiment au début de ce combat-là, m'a permis vraiment d'être dans les meilleures conditions en fait pour profiter de la main card, dans le sens où Joshua Van a fait un travail extraordinaire pour réussir à claquer un KO bien amené, bien travaillé sur le long terme, avec de la pureté technique sur un Silva qui était très solide. Donc voilà, déjà moi ça m'a déjà mis bien, ça m'a mis dans les bonnes conditions pour ensuite profiter de cette main card. Cette main card qui a commencé avec Vicente Luque contre Kevin Holland, deux combattants qu'on a l'habitude de voir à l'UFC, surtout Kevin Holland qui combat très très souvent dans deux catégories différentes, là ils étaient en mi-moyen, et donc ces deux combattants en plus qui ont beaucoup d'expérience, qui ont plus d'une trentaine de combats chacun à leur actif. Deux combattants qui sont très complets, puisque Kevin Holland et Vicente Luque sont des combattants qui peuvent faire preuve d'une très bonne boxe et surtout d'un très bon sol, avec un Vicente Luque qui est spécialiste des étranglements et notamment des étranglements bras-tête, et ça, c'est ça qui est intéressant pour ce combat, parce que on en parlera tout à l'heure, mais l'arroseur a été arrosé, et Kevin Holland, en fait, Kevin Holland, lui, cet homme impronosticable, qui est capable du meilleur comme du pire, qui peut complètement sortir de son combat et discuter à l'extérieur de la cage avec un Dana White ou un Khabib, plutôt que d'être concentré sur son fight, certes, mais des fois peut être complètement focus et réaliser des performances de dingue. Eh bien cette fois-ci, et en plus ces derniers temps, force est de constater qu'on sent que Kevin Holland a à cœur de performer dans la cage. Je pense qu'il se sent bien dans cette catégorie, et voilà, le fait qu'il se sente bien, parce que on va pas se mentir, le fait de parler, d'appeler tout le monde directement, d'haranguer tout le monde dans la salle, c'est que ça montre un manque de confiance en soi. C'est quand on sent que le combat et qu'on commence aussi il commence à nous échapper, quand ça devient trop grossier, quand c'est pas fait avec justesse comme ça a été fait dans ce combat-là. Et là, le fait que justement Kevin Holland se sente bien dans cette catégorie et se sente plutôt fort, ça lui permet de prendre les combats un peu plus au sérieux et surtout avec un peu plus de rigueur. Alors certes, ça n'empêche pas de discuter avec ses adversaires, puisque c'est ce qu'il a fait avec Vicente Luque dans ce combat, mais en tout cas techniquement et stratégiquement, c'était plutôt appliqué, c'était plutôt bien fait, et c'était plutôt bien structuré par rapport à ses forces, par rapport aux forces de Vicente Luque. C'est un combat où tout de suite, justement, Vicente Luque a essayé dès le début du round 1 d'amener le combat, on va dire, dans sa dimension, en cassant un peu la distance, en ayant cherché le single leg, mais c'est sans compter la défense, alors peut-être pas des plus académiques de Vicente Luque, je dis une bêtise, de Kevin Holland, qui est capable de défendre la lutte. On l'a vu contre Ramzat, hein. Pour moi, j'en démords pas. Pour un combat en short notice contre un Khamzat Chimaev quand il l'avait affronté, c'est une des personnes qui a peut-être le mieux réagi justement à la lutte de Chimaev, en venant partir dans des scrambles plutôt intéressants. Il est très stable, il sait comment réagir, il sait comment être dans l'espace quand on est dans une phase de lutte. Là, il a choisi de venir frapper, d'envoyer plusieurs frappes justement à la tête de Vicente Luque pour justement le faire lâcher. J'ai trouvé ça très intéressant. C'est une des techniques pour justement pour défendre un single leg, hein. Il n'y a pas que les techniques classiques de lutte.
Ça a marché, ça lui a permis justement de faire lâcher et surtout d'empêcher, on va dire, Vicente Luque d'y retourner régulièrement et d'essayer d'attaquer régulièrement. Je pense que s'il l'avait défendu de manière plus classique, peut-être qu'il aurait attaqué un petit peu plus souvent le single leg, mais là, le fait de savoir qu'il y avait ce risque de prendre la foudre, ça l'a un peu freiné et refroidi pour continuer en fait sur cette voie. Surtout que Kevin Holland, en plus de ça, en plus d'avoir créé cette on va dire cette menace sur la défense du single leg, a réussi, je l'ai dit, à garder le combat à sa main en étant précis, en étant puissant en anglaise et surtout en ayant une très bonne gestion de son allonge et de sa distance vis-à-vis de Vicente Luque. Il a vraiment mis en avant une stratégie en faveur de ses armes qui était son allonge. Et pour le coup, ça a très bien marché parce que Vicente Luque n'a pas vraiment réussi à imposer sa boxe, à part quelques alertes. Et j'en ai noté une notamment avec un check hook qui a touché durement Hollande. Pas, enfin, quand je dis durement, pas au point de le faire vaciller, mais c'était une arme potentiellement à exploiter. Mais pour ça, il aurait fallu qu'Hollande engage pour qu'il puisse se faire contrer de cette manière-là. Sauf que Hollande, en fait, il a choisi d'être non pas le contré, mais plutôt le contreur et d'arriver à rester à distance pour justement pouvoir faire en sorte que, comment dire, que que Vicente Luque s'empale en fait sur ses coups. Ça a frustré Vicente Luque, ça a frustré aussi son camp, notamment son Henri Hooft, son coach, qui à l'interround lui a rappelé que normalement il était censé être meilleur boxeur que Kevin Holland et qu'il pouvait trouver justement sa comment dire des entrées pour pouvoir le toucher, mais on sentait que Luque n'était pas forcément en accord, en tout cas psychologiquement, il n'était pas forcément en accord avec Henri Hooft et donc ouais c'était assez compliqué pour lui de comment dire de mettre en application ce qu'il lui demandait parce que en fait il n'arrivait pas à trouver c'est des fois il y a le ressenti du coach et puis il y a le ressenti qu'on a dans la cage et pour le coup il y a que ça qui compte dans le sens où si on n'arrive pas à trouver sa distance, si on n'arrive pas à rentrer dans le combat comme on voudrait, il y a des moments où on est dans des instants de grâce où tout nous réussit et puis il y a des moments où rien nous réussit et là pour le coup Vicente Luque, je pense qu'il était dans ce deuxième cas de figure et c'était assez compliqué. D'autant plus que le combat n'a pas duré très longtemps derrière, puisque dès le round 2, même s'il avait voulu se relancer sur sa boxe, le combat s'est terminé assez rapidement puisque Luque a envoyé un kick et Hollande l'a saisi, suivi d'un bras arrière, donc classique, saisie de la jambe, frappe du bras arrière pour faire chuter l'adversaire, en tout cas pour déjà créer du dégât et puis si ça permet aussi de faire chuter, c'est très bien. Donc Luque est tombé. Il a essayé de remonter très intelligemment, très vite en wrestle up, c'est-à-dire en revenant directement en lutte. Enfin, à peine les fesses posées au sol, il est remonté pour revenir en lutte directement sur Kevin Holland, qui a réagi très très bien, très très vite, en attaquant grâce à sa longue allonge. Encore une fois, il a profité de son allonge et en boxe et au sol en prenant un bras-tête, donc même si ça a été dit Dars, mais c'était plutôt un anaconda sur Vicente Luque, il a sauté la garde. En tout cas, il a vraiment cassé la distance et comment dire, il a réussi à verrouiller de la meilleure des manières. On a vu l'urgence directement de Vicente Luque qui a essayé de s'échapper et d'échapper sa jambe, puisque là où c'est la différence avec un Dars. L'anaconda, il faut vraiment encore plus casser la distance enfin casser la distance. Mes jambes doivent casser la distance avec les jambes de l'adversaire. Vraiment regrouper, resserrer l'adversaire sur lui-même. C'est-à-dire que la Dark Choke, on part de sous l'aisselle pour venir au niveau du cou pour venir verrouiller. L'anaconda, c'est l'inverse. On vient du cou pour aller sous l'aisselle pour venir verrouiller. Alors, la darse est beaucoup plus puissante dans le sens où vraiment le point dur, le point fort, le verrouillage se fait au niveau du cou. C'est-à-dire que d'une part, ça renforce le fait de bloquer l'artère et donc de créer le sentiment d'étranglement, mais en plus, le fait de venir au niveau du muscle du cou, ça peut aussi créer une véritable douleur. Souvent, soit on tape sur l'étranglement, soit on tape
sur la douleur de l'étranglement, de la dark choke. L'anaconda, c'est un peu moins vrai, puisque de toute façon, le fait de venir sous les selles, ce qui fait que, enfin, ça fait que d'une part, il faut déjà être très verrouillé. Alors, quand on a des bras à la Kevin Holland, c'est très bien, on peut verrouiller très profondément. Si jamais on a des bras un peu plus petits, il faut vraiment penser à rentrer le bras de l'adversaire pour resserrer justement son épaule à sa gorge pour ensuite voir verrouiller l'anaconda. Mais surtout, la partie qui est collée justement de mon bras à son cou, c'est une partie qui est plus molle puisque c'est plutôt le biceps. Alors quand on est sec comme Kevin Holland, c'est pas si mou que ça. Mais en tout cas, c'est pas pareil d'avoir le tranchant de l'avant-bras ou d'avoir le biceps qui vient justement au niveau de l'artère. Donc, l'autre point qu'il faut mettre en place quand on a un anaconda, il faut enrouler l'adversaire. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que le menton de l'adversaire aussi vienne se rapprocher de la poitrine pour justement encore plus refermer les voies respiratoires et faire en sorte que l'étranglement soit vraiment efficace. C'est pour ça que quand on vient attaquer un anaconda, il faut vraiment venir avec nos jambes chercher les jambes de l'adversaire pour le ramener à nous, pour pas qu'il puisse prendre de la distance, parce qu'une des défenses, c'est justement de toujours prendre de la distance et de s'échapper, donc avec l'adversaire qui suivrait avec ses jambes. Donc quand on vient choper les jambes avec nos jambes, bah, l'adversaire ne peut plus fuir. Et on a vu l'urgence tout de suite chez Luque qui a essayé de pousser les hanches de Kevin Holland pour essayer d'enlever sa jambe, mais c'était trop tard. C'était trop tard, c'était trop bien verrouillé. Kevin Holland a réussi à faire taper Vicente Luque et à remporter son combat avec beaucoup d'efficacité. C'était plutôt intéressant. Je trouve que Kevin Holland, il arrive à trouver ce juste milieu là avec ce combat et puis avec les derniers combats entre le spectacle et l'efficacité. C'est pas mal, ça présage du bon pour Kevin Holland. On sait qu'il peut aller beaucoup plus haut justement dans la catégorie. Bon, pas devenir champion forcément, mais on sait qu'il a les armes en tout cas pour rivaliser avec le plus grand nombre, parce que quand on regarde les noms que Kevin Holland il a pris dans sa carrière, on sait que c'est que des tueurs hein, en vrai. Hein. Quand il perd pas contre n'importe qui. Enfin, si je retourne voir le Sherdog de Monsieur Kevin Holland, attendez une toute petite seconde, Tapologie. Si c'est pas Sherdog, c'est Tapologie. Tout rejeté. Alors, qui on a? Les défaites qu'il a, c'est contre Rainer de Rieder. On a vu que Rainer de Rieder, il était, il était en processus pour augmenter très vite à l'UFC. Roman Dolidze, donc ça c'est aussi un problème de catégorie. Michael Venom Page, Jack Della Maddalena, il est devenu champion. Stephen Thompson, Ramzat Chimaev. Donc voilà, c'est des noms qui sont quand même assez assez bons, enfin en tout cas de bons combattants. Donc c'est pour ça, c'est quand il se casse les dents, c'est vraiment contre des gens qui sont très forts. Mais là voilà, il a battu Gunnar Nelson à la décision unanime, ce qui est pas rien. Vincente Luque, alors c'est des anciens certes, mais en tout cas dans le monde des anciens, pour l'instant c'est lui qui règne. Michael Chiesa, pareil très bon soumetteur, il a soumis en dark choke Michael Chiesa. Donc c'est ça qui est bien, c'est que en plus de ça, Kevin Holland a une faculté à finaliser les grappleurs. Donc ça montre aussi son niveau. On se souvient de Jacare qu'il avait mis KO, donc avec lequel il avait pas rivalisé au sol, mais en tout cas qu'il avait réussi à au sol avec des coups de poing marteau de la garde, réussi à le mettre KO. Voilà, Kevin Holland, c'est quelqu'un qu'il faut pas sous-estimer, qui quand il est sur les bons rails est redoutable, et il nous l'a encore prouvé justement ce week-end. Ensuite, on a enchaîné avec un des combats qu'on attendait beaucoup sur cette chaîne et que je pense que beaucoup de monde attendait, c'était Mario Bautista contre Patchy Mix. Donc pourquoi on attendait beaucoup ce combat? Parce que Patchy Mix, certes, prend un short notice entre guillemets, puisque le combat a été prévu contre Marlon Vera à la base, Chito Vera à la base, et donc suite à un forfait, justement le nouveau arrivé à l'UFC qui est Patchy Mix, qui est l'ancien champion du Bellator, a pris ce short notice et donc voilà, c'était sa première sortie et on est toujours curieux de voir justement les anciens champions ou les anciennes gloires du Bellator arriver à l'UFC pour voir ce que ça donne justement dans cette nouvelle organisation, puisqu'on l'avait vu déjà avec Pitbull là qui avait fait une contre-performance de dingue. Alors contre-performance,
faut pas retirer, justement, c'était avec Yair Rodriguez, le gros combat qu'avait fait Yair Rodriguez, mais on sentait un Pitbull qui est passé complètement à côté de son combat, qui a pas délivré du tout. Donc là, avec Pachimix, on s'est dit voilà, Mario Bautista, on sait que c'est un gros lutteur. Pachimix, on sait que c'est quelqu'un qui sait finaliser un combat, gros grappleur. C'était un combat qui, sur le papier, devait déjà aller au sol, normalement, en tout cas on l'espérait. Et puis voilà, on voulait voir ce qu'allait donner justement Pachimix. Il allait évoluer très vite en fait au sein de cette organisation et monter très vite dans le classement. Parce que Bautista a été classé, je sais plus combien, mais en tout cas dans le top 15, ça c'est sûr. Il venait de sortir d'une victoire contre José Aldo, qu'il avait alors certes une victoire qui laisse justement à discuter sur la véracité de cette victoire. On savait, nous on avait dit qu'on avait vu José Aldo gagner ce combat, remporter ce combat, mais sur le papier en tout cas c'était un combat qui était prenable pour Pachimix, qui était un bon marchepied pour grimper au classement très rapidement, et surtout un profil qui normalement n'était pas non plus un bourbier absolu pour ce premier combat à l'UFC. Alors certes, short notice, mais pas forcément un bourbier. Eh bien, c'est le deuxième combattant et ex-champion du Bellator qui finalement passe à côté de son combat, et surtout les deux, si on fait le parallèle, est spectateur de son combat. Ça c'est vraiment le truc qu'on peut noter sur ce fight, c'est qu'il a été vraiment spectateur de Mario Bautista qui lui a fait son match, et l'autre l'a observé le faire. Enfin observé, et en même temps il a pris tout ce qu'il pouvait prendre dans la tête à ce moment-là. Puisque là où on avait eu un Bautista qui était vraiment en mode lutteur, collé à la cage contre justement José Aldo, là on a eu un nouveau Mario Bautista qui s'est découvert à un très bon niveau de boxe. Et pour le coup, bon, même si ça aurait été peut-être différent avec une opposition et avec un retour en boxe, mais là pour le coup, en tout cas, c'était plutôt propre. On va pas se mentir, c'était même très propre. Et il a mis beaucoup de pression. Alors ça, par contre, c'est un truc qui n'a pas bougé, c'est que Mario Bautista, c'est quelqu'un qui sait mettre la pression. C'est quelqu'un qui a du cardio, qui sait faire 3 rounds intenses, et il nous l'a encore prouvé là sur ce fight-là, puisqu'il a mis beaucoup de pression tout de suite justement à Pachimix, et il a été très efficace, très rapidement avec son bras arrière, qui passait tout le temps. Alors certes, gros menton de Pachimix, et peut-être un manque de puissance en boxe de Bautista, c'est possible, mais on sait que Pachimix il encaisse. Mais en tout cas, ce bras arrière, il partait régulièrement. Il y en a deux qui sont passés dans le premier round, l'un après l'autre, vraiment coup sur coup. Mais ce qui était très intéressant, c'était de voir que Pachimix en fait n'avait aucun mouvement de buste. Jamais, au grand jamais, il n'a essayé d'esquiver justement un de ses bras arrière. À chaque fois, il prenait ses frappes complètes, et voilà, il se passait rien en fait, tout simplement. Comme j'ai noté, Mix prend tout pour l'instant. C'était vraiment tout ce qui était mis en place, tout ce qui était envoyé. Il prenait tout et il avait toujours un temps de retard. Mix, il envoyait surtout des low kicks. Donc voilà, Patchy Mix, il était là en train d'essayer de les envoyer. Il y a un moment où il a tenté un coup de genou sauté. Alors pas inintéressant, puisque on sait qu'il a déjà mis KO par le passé avec un coup de genou sauté, et puis que Mario Bautista variait les hauteurs de frappe, puisqu'il ne frappait pas qu'à la tête, puisqu'il frappait au corps aussi, donc il avait une tendance à se pencher en avant. Mais le problème, c'est qu'en fait, ce coup de genou sauté, il était complètement hors timing. Alors certes, des fois, les planètes s'alignent, et même si t'es hors timing, le mec va lancer son attaque au même moment, et il va y avoir télescopage. Mais là, pour le coup, ça a été très facilement géré par Bautista, qui juste, voilà, a fait un petit quart de tour, et a vu le genou passer devant lui, mais vraiment sans aucun problème, parce que ça a été envoyé un peu sans setup, un peu à l'arrache, un peu, voilà, il faut que je lance quelque chose, tiens, bah allez, j'envoie un coup de genou sauté, puis on voit ce qui va se passer. Là où Bautista se déplaçait constamment, à envoyer des frappes au corps avec son bras arrière. Franchement, ce bras arrière qui était vraiment très bon. Et même si Pachimix a commencé à avancer en fin de round 1, à se réveiller un petit peu,
à essayer de se dire bon ça y est maintenant j'en ai marre de faire le punching ball. D'ailleurs on pouvait croire à une stratégie au début de je le laisse se fatiguer pour ensuite fournir mon effort, mais en fait on se rend compte que c'est juste qu'il y a voilà il y a eu un petit déclic fin de round 1 avec un Bautista qui lui dès qu'il a senti qu'il y avait un peu plus de pression a durci sa boxe, a vraiment frappé plus dur et euh, et derrière il a continué à dérouler round après round, même si Mix à partir du round 2 a réussi à varier un peu plus les plaisirs. Il a envoyé surtout son jab, son crochet du bras avant, le high kick des deux jambes. Il a eu un peu de réussite avec ses high kicks. Mais en face, on avait un 1-2 en ligne de Bautista et un gros travail au corps qui était beaucoup plus précis, beaucoup plus puissant et qui marquait pas que les esprits d'ailleurs, qui marquait aussi le visage de Patchy Mix et qui lui permettait en fait de glaner les rounds au fur et à mesure puisque Bautista gagne le round 1, il gagne le round 2 pour moi et au round 3 le round 3 il le gagne aussi même si on parlera du scoring après mais voilà la seule différence et d'ailleurs on parlait tout à l'heure je disais que c'était un combat qui normalement aurait dû se passer au sol. Eh bien il y a eu un seul shoot de la part de Patchy Mix qui s'est passé dans le round 3 comme si il y avait eu un sursaut de se dire mais en fait mon salut vient peut-être d'ailleurs que la boxe puisque là je ne peux pas gérer parce que pour le coup Bautista il avait d'excellentes esquives, d'excellents mouvements de buste. Il y a plein de moments où il a vraiment esquivé pour remiser et c'était très intéressant. Il se déplaçait beaucoup, un très bon footwork donc il a tenté sa chance ailleurs, il a essayé de shooter, il a shooté à l'ouvert. Le problème c'est que il a shooté sans setup de trop loin. Le niveau quand même de Bautista en lutte, et on l'a vu contre José Aldo, est très bon. Donc ça a été géré très facilement. Il l'a poussé dans le sol. Bon, très simple. Il a reculé ses jambes, poussé dans le sol, et puis il l'a laissé se relever. Parce que de toute façon, il n'y avait pas besoin d'en faire plus. Il n'avait pas besoin de, de lui aller chercher autre chose que la boxe, puisque juste en continuant à dérouler, il continuait à gagner son combat petit à petit. Pachimix a été plutôt frustré puisque dans le round 3, on a commencé à le voir lever les bras en l'air, haranguer la foule, parce que la foule qui peut-être huait un petit peu au bout d'un moment parce que le combat était à sens unique et puis parce que je pense que Pachimix voilà a complètement déçu aussi le public du Prudential Center. Mais pour le coup, effectivement, ça ce truc aujourd'hui là, tu sais de comment dire où l'adversaire va soit pointer la cage du doigt, le centre cage du doigt, comme on l'a dit depuis le combat justement de Holloway contre Geji, soit lever les bras au ciel en disant vas-y, viens à la bagarre. Ça, ce genre de choses, pour moi, qui est un aveu de faiblesse et qui montre qu'on n'a pas les armes en fait pour aller chercher l'adversaire. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Mix qui a voulu tenter le tout pour le tout, mais même ça sans trop y croire parce qu'effectivement il y avait pas comment dire cette urgence qu'il peut y avoir quand en fait cette volonté quand quelqu'un monte la cage vraiment le centre cage du doigt ou fait des signes à la personne de venir et d'haranguer de l'haranguer pour le provoquer pour le faire dégoupiller en fait et puis le venir enfin comment dire peut-être surengager et se faire contrer mais pour ça déjà pour se faire contrer il faudrait qu'on lance un compte mais pour le coup, là, même là, j'avais l'impression que c'était plus comment dire, une façon de faire machinale, plutôt que la véritable envie d'aller justement, euh, comment dire, d'aller finaliser le combat. Comme si ce combat pour lui il était vraiment perdu d'avance et voilà il a fait en fait il a juste déroulé la fin de son match avec un Bautista qui n'a pas pris de risque hein, de toute façon qui a continué à tourner dans la cage et à se déplacer en circulaire et c'était très bien fait. On a déjà parlé sur cette chaîne du fait que des fois on passe à côté de son fight et puis on se retrouve dans le vestiaire à se dire mais en fait qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu mais en fait qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé dans le combat? J'étais pas dedans, être déçu en fait d'avoir raté son fight. Je pense que et c'est ce que j'ai mis sur Twitter. Je pense que Pachimix, quand il est rentré dans le vestiaire, c'est exactement ce qu'il a dû se dire. Il a dû mettre sa tête dans ses mains et se dire, mais en fait, voilà, j'ai raté mon premier rendez-vous avec l'UFC. Alors, c'est marrant parce que on parlait de Rainer de Reader, je parlais de Rainer de Reader tout à l'heure.
c'est quelqu'un qui avait mis en avant le fait que quand on rentre à l'UFC, quand on vient pour combattre à l'UFC pour la première fois, et que on est dans la machine UFC, il y a un stress qui s'installe parce que c'est sans commune mesure avec les autres organisations et qu'on sent que il y a quelque chose en plus, qu'il y a un stress en plus qui se met en place et parce que le public, parce que les conférences de presse, parce que la machinerie qu'il y a autour fait que ça peut déstabiliser un petit peu et on peut donc rater son premier rendez-vous parce qu'on n'est pas encore habitué en fait à la surtout quand on a passé des années dans une autre organisation en fait à la manière de fonctionner de l'UFC. En tout cas le l'aura parce qu'on parle souvent de l'aura des combattants mais l'aura de l'organisation aussi et j'ai l'impression qu'en fait et c'est pour ça que j'ai hâte de voir le deuxième combat de Patricio Pitbull Freire et de Patty Mix mais en tout cas pour ce premier combat on a vraiment cette impression que ouais, les combattants sont là sans être là, quoi. Comme s'ils étaient un peu incrédules, comme s'ils étaient un peu à côté de leur fight. Alors que Patchy Mix, qui est le mari de, si je dis pas de bêtises, de Taila Santos, qui a combattu il y a pas longtemps, enfin, il connaît, en fait, ce que c'est que l'UFC, puisque au travers de sa femme, il a été dans son coin et il a participé, donc, il a participé à des événements UFC. Donc, on prend quand même la mesure pour l'avoir fait. On prend quand même la mesure de ce que c'est que l'UFC, même quand tu es dans le coin. Après, c'est peut-être encore un peu différent quand tu y combats. En tout cas, voilà. Premier pas dans l'UFC raté. Il s'est pris les pieds dans le tapis. Il perd à la décision unanime contre Bautista 30-27 x 2, ce qui est totalement justifié, et 29-28 avec le round 3 en la faveur de Patchy Mix. Je vois pas très bien comment ça peut être possible, mais on va parler de ce juge qui a été, à mon sens, particulièrement mauvais sur cette soirée qui est Sal D'Amato, qui pour le coup, donc lui a vu ce dernier round pour Patchy Mix. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais en tout cas voilà, c'est le seul qui n'a pas vu ce 30-27 x 3 parce que je pense que toute personne qui a regardé le fight est unanime pour cette décision unanime avec les trois rounds en la faveur de Bautista qui continue son ascension justement dans le classement de l'UFC. Je sais pas d'ailleurs, on est mardi, donc je ne sais pas si son classement a évolué. Je vais vous dire ça tout de suite. Donc on est dans la KT. Tac tac tac. Alors il est où Bautista? Il faut que je le retrouve. Il est où Bautista? Excusez-moi. J'aurais peut-être dû regarder un petit peu avant. Non, il est classé. Ouais, il est dixième. Voilà, il est dixième. Donc voilà. Il continue son ascension et on verra ce que ça donnera pour lui pour la suite. Ensuite, on avait le combat de Kevin Gastelum contre Joe Pyfer. Donc ce combat qui est un choc de génération, hein, parce que Kevin Gastelum c'est un ancien qui a affronté pareil tous les gros noms de la catégorie, qui est un combattant qui a toujours eu du mal à faire le poids aussi. Pour le coup, c'est pour ça qu'il est si petit dans la catégorie justement de des moyens, puisque voilà, hein, on le sait, c'est quelqu'un qui n'aime pas le cutting. Hein. C'est comme ça. Il est capable de pas faire le poids en moyen aussi pour le coup. Mais bon, c'est pas grave. Donc c'était là un comment dire un combat contre un Pyfer qui lui monte, qui est un pro du chaos au premier round. Donc voilà, mais c'était sans compter sur la mâchoire de Kevin Gastelum qui est indestructible. L'homme n'a jamais été mis KO et pour le coup, il l'a encore prouvé sur ce fight, même si j'y ai cru en fait dès le début du round 1 où quand on voit le gros bras arrière qu'a envoyé Pyfer, qui a mis knockdown Gastelum, qui a réussi à survivre en fait, et on voit en plus au ralenti en fait c'est marrant parce qu'il y a toujours le live où tu le vois en première intention et puis après le ralenti. Quand on voit le bras arrière qu'a mis Pyfer sur Gastelum, on se dit voilà, ça y est, il est knockdown, il est dans la boîte, il est éteint, ça y est, c'est fini. Moi le premier, je m'attendais en fait à passer au match d'après.
Sauf que quand on regarde le ralenti, on voit que qu'il est pas du tout dans la boîte, qu'il est même plutôt conscient. Quand on regarde ses yeux, il est pas du tout éteint et il réagit très bien puisque Gastelum se met très vite en turtle position. Donc turtle position, c'est-à-dire qu'il se met vraiment à quatre pattes très vite, pour éviter les frappes et surtout pour pouvoir se relever assez rapidement. Mais en tout cas, voilà, on se dit normalement Pfeiffer qui était vraiment, comment dire, gardien de la distance, avec le contre bien préparé, bonne gestion de la main avant, qu'il venait vraiment contrôler pour pouvoir envoyer son bras arrière et pouvoir faire mouche, on se dit que voilà, des frappes comme ça, il va pas en falloir 10 pour que Gastelum tombe, et puis pour que Pfeiffer puisse remporter cette victoire au premier, enfin pas au premier round forcément, mais en tout cas par KO. Euh, mais bon, bien que il y a eu beaucoup d'alertes, beaucoup de knockdowns avec un Pfeiffer qui déclenchait, alors pas énormément, mais qui déclenchait dur et qui avait vraiment de sales intentions contre Gastelum. Le combat, il a continué, et surtout en fait, j'avais du mal à savoir comment Gastelum allait pouvoir trouver une solution parce que Gastelum, on sait que c'est un excellent boxeur. Pour le coup, il est très explosif. Il arrive à, comme il est souvent plus petit que ses adversaires, il arrive à bien passer sous les frappes de ses adversaires pour venir boxer. Et c'est aussi un très bon lutteur. Donc on s'est dit, voilà, enfin moi je me disais, en tout cas, si son salut ne vient pas sur la boxe, il pourra peut-être venir sur la lutte. Et donc le fait de mixer justement avec sa lutte, il pourra peut-être se créer des ouvertures en boxe, puisqu'il avait du mal à trouver sa distance au début avec un Pfeiffer qui est en plus très droit, vraiment le menton à la fenêtre certes, mais enfin le menton haut, mais vraiment très droit et vraiment à distance. Donc ce qui fait que comme Gastelum est petit, aller chercher la tête, ça devient très compliqué parce que s'il était un peu plus ramassé, ça aurait été possible d'aller le toucher, mais le fait d'être très droit, en fait, il conservait une très bonne distance. En plus avec sa main avant, c'était vraiment très bien fait. Mais c'est surtout que on a vu dès le premier round, quand Gastelum est venu rentrer à la collision, en fait, j'ai noté, il s'est fait repousser comme un enfant. Il y avait un écart de puissance entre les deux qui était impressionnant. Et surtout, Pfeiffer, il a commencé aussi à varier les armes il a envoyé aussi de très un très bon high kick jambe arrière qui a touché justement Gastelum, qu'il a fait suivre après plus tard par un bras arrière aussi pareil qui a créé un nouveau down justement à Gastelum. Et en fait on se dit mais en fait c'est pas possible, ce combat n'ira pas au terme, c'est impossible. Sauf que Pfeiffer certes n'a pas beaucoup délivré, mais je sais pas si c'est un manque d'énergie ou si c'est un manque de confiance en lui, c'est-à-dire dans le sens où quand il a compris il n'arriverait pas à mettre KO Gastelum, en fait, il a peut-être un petit peu perdu ses moyens, et c'est ce qu'il a dit un petit peu en, en interview post-fight, justement avec Joe Rogan, où il a dit il avait pas su, qu'il avait dû ralentir parce il avait pas su justement trouver comment dire, cette, ce chemin en fait, ce chemin pour mettre KO Gastelum. Donc il a commencé à douter, en plus avec un Gastelum qui dès le round 2 a commencé à mettre beaucoup plus de rythme. Et même si Pfeiffer attendait le contre, on sentait que le fait de bouger un petit peu plus, bah ça le mettait, ça le dérangeait en fait, ça le dérangeait un petit peu. Alors il arrivait encore à placer son bras arrière, mais on sentait que Gastelum trouvait des entrées. Alors même s'il était trop court au début, il commençait à trouver de plus en plus d'entrées pour pouvoir venir toucher justement, ou alors rentrer dans la distance de Pfeiffer. Donc euh, donc voilà, et puis il a commencé aussi à varier ses armes, dans le sens où il a commencé à envoyer aussi des middle. Alors certes, le middle il a été sanctionné par un bras arrière, mais Gastelum est de plus en plus actif et commence vraiment à entamer un Pfeiffer qui lui, bah, comprend que, enfin, voilà, n'arrive pas en fait à faire varier suffisamment ses armes, surtout que l'erreur qu'il a fait quand il l'a mis knockdown, ça a été toujours de le laisser se relever, parce que je pense qu'il était confiant au début pour le mettre KO, mais surtout aussi, enfin, soit il était confiant pour le mettre KO debout, soit il voulait pas le suivre au sol parce que tout simplement il se disait qu'il y avait un trop grand risque enfin avec la lutte justement de Gastelum qui est très bonne, et il sait que, enfin voilà, il sentait que si jamais ça rentrait justement
dans une partie lutte, ça serait pas forcément en sa faveur. Alors, d'un point de vue puissance, oui, d'un point de vue technique, pas forcément. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir directement dans le round 3, où, où Gastelum commence à plus feinter avec sa lutte, et aussi avec des grands mouvements de bras. Tu sais, il y avait, ça me fait rire, il faisait pas mal de mouvements de kung-fu, il faisait du Wing Chun en fait pour essayer de créer des ouvertures. C'est marrant, je vais vous raconter ma vie, mais c'était des trucs que je pouvais faire aussi quand je boxais, quand il y avait quelqu'un qui était très grand. C'était très drôle, j'avais un petit rictus quand je le voyais faire, parce que j'avais tendance aussi à faire ce genre de mouvement parce que en fait ça perturbe un peu l'adversaire. On vient un peu venir en collision avec les bras et puis après venir rentrer avec la boxe. Donc c'était marrant de voir Gastelum. Finalement, on se rejoint sur deux choses, le cutting et sur ce genre de choses. Voilà, on n'aime pas le cutting et on aime bien faire des grandes feintes avec nos bras. Mais mais en tout cas voilà, et au fur et à mesure il commence à toucher un petit peu plus avec un droit de gauche qui touche, et surtout il est parti en lutte, alors un peu plus avec un peu plus de d'envie d'aller amener. Alors certes ça n'a pas fonctionné, mais comme je disais, la partie technique elle était pour Gastelum qui arrive à rentrer en lutte même si physiquement ça passe pas. Par contre Pfeiffer qui lui est venu saisir justement les jambes de l'adversaire, les jambes de Gastelum, lui plus puissant, a pu amener justement Gastelum au sol. Mais voilà, la technique étant souvent meilleure que la force, il s'est relevé très vite et a réussi à coller Pfeiffer à la cage en fait directement techniquement. Donc la force c'est bien, ça lui a permis de l'amener, de scorer un takedown, mais par contre ça lui a pas permis de pouvoir le conserver, et bien au contraire, arrivé à la cage, c'est Gastelum qui était dans le contrôle. Donc Gastelum, au fur et à mesure, s'est mis à encore plus calibrer son adversaire et à toucher beaucoup plus Pfeiffer. Donc justement, notamment avec un bras arrière. Donc voilà, et un Pfeiffer qui lui restait en fin de troisième round beaucoup plus dos à la cage. En fait, il avait du mal à conserver le centre cage comme il faisait au début. En fait, on voyait que plus le temps passait dans le combat et plus Pfeiffer en fait perdait la main sur ce combat. Et je pense que le fait d'avoir eu ce combat en 3 rounds était une chance pour lui. Alors non pas parce que Gastelum aurait pu peut-être le mettre KO. Je pense que c'était pas forcément faisable, même si il faut pas sous-estimer la puissance de frappe de Gastelum, mais que il aurait pu aller chercher une victoire à la décision si ça avait été en 5 rounds, dans le sens où il était encore frais, là où Pfeiffer, certes frais, avait de plus en plus de mal à imposer son jeu, et surtout subissait de plus en plus le jeu d'un Gastelum qui avait réussi à trouver en fait son chemin et sa distance et son rythme face à un Pfeiffer. Puisque moi, ce dernier round, même si je mets les deux premiers à Pfeiffer, le dernier round, je le donne à Gastelum sans souci. Donc voilà. Maintenant, ce combat s'est fait en 3 rounds. Pfeiffer a gagné à la décision unanime avec alors c'est marrant parce que là pour le coup les juges n'étaient pas tous d'accord, avec un 29-27 pour l'un des juges avec le round 3 pour Gastelum, mais avec un 18 qui est totalement justifié au round 1 pour Pfeiffer, parce qu'avec les deux knockdowns et avec la domination qu'il a eu, le 18 était totalement justifié. Il y a un 30-27 x 3 donc pour Sal D'Amato. Donc là, encore une fois, je ne suis pas d'accord avec Sam D'Amato sur ce scoring-là. Le fait de mettre un 30-27, de pas donner le dernier round à Gastelum, c'est incompréhensible. Je comprends pas du tout ce qui s'est passé avec lui, pour le coup. Et un 29-28, donc pour le dernier juge, avec le round 3 pour Gastelum. Donc il y a deux juges qui donnent le round 3 à Gastelum, et Sol D'Amato, seul contre tous. En fait, c'est pas Sol D'Amato, c'est seul contre tous, on va l'appeler, qui lui donne les 3 rounds à Pfeiffer. Donc je sais pas ce qu'il faisait cette soirée-là, enfin sur cette soirée-là, je sais pas ce qui s'est passé dans sa vie, mais entre le combat précédent et celui-là, en tout cas en termes de scoring, quand ça allait à la décision, voilà, c'était laborieux pour lui puisqu'il il était à contre-courant des autres juges. Donc c'était un peu bizarre. Donc vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé, mais pour moi voilà, il y avait 2 rounds clairs, dont un où le 18 est totalement justifiable pour le round 1 pour Pfeiffer, et un round 3 pour Gastelum.
Donc la suite pour Gastelum, bah on verra hein, de toute façon parce que ça fait une défaite, encore une défaite pour lui entre ses problèmes de cutting avec les défaites, on verra ce que ça va donner. On sait qu'il avait réclamé dans le dernier combat une dernière chance à l'UFC et donc on sentait justement qu'il était un peu sur la sellette. Donc voilà, bon après avec une performance comme celle-là, ça le place en fait pour moi dans un rôle de gatekeeper de luxe, parce que c'est Gastelum, hein, c'est un nom accroché à son palmarès, hein, il faut le passer, mais voilà, il est encore compétitif et c'était intéressant de le voir. Franchement, grâce à lui, pour le coup, alors grâce à lui et au bras arrière de Pfeiffer, mais grâce à lui, ce combat, il était intéressant. Je pense que s'il n'avait pas été aussi enclin à essayer d'aller chercher justement quand même la victoire jusqu'à la dernière seconde, ça aurait été un combat qui aurait pu être vraiment très laborieux, ce combat contre Pfeiffer. On continue et on enchaîne avec le co-main event de cette UFC 316 avec la première ceinture des poids pour les poids coqs féminins entre Juliana Pena et Kayla Harrison. Donc Kayla Harrison qui a fait une entrée rapide à l'UFC puisque elle s'est enfin elle a gagné la première fois contre Holly Holm son combat, puis après derrière que je dise pas de bêtises, elle a gagné un deuxième combat je vais vous dire ça tout de suite, j'ai un trou de mémoire, vous connaissez ma passion des noms, mais c'est pas grave, puisque Internet est là pour nous sauver, comme d'habitude. Alors, Internet, oui, sauf si la connexion est soviétique, ça va venir les amis, ça viendra un jour. C'est ça, quand on est tout seul, en fait, pour broder, c'est un peu plus compliqué, mais c'est pas grave. Contre Kathleen Vieira, donc voilà, elle a fait seulement 2 combats à l'UFC, Holly Holm, qu'elle avait soumis au deuxième round, Ketlen Vieira qu'elle avait battu à la décision unanime avec un combat qui était très accroché puisque Ketlen Vieira avait montré sa qualité de en takedown defense et là donc elle avait cette chance au titre contre Juliana Pena, un combat très intéressant sur le papier puisque ça permettait en fait d'avoir un vainqueur potentiel qui pourrait peut-être faire revenir Amanda Nunes au sein de l'UFC. Donc Amanda Nunes qui était dans la salle justement pour voir le résultat de ce fight. Pena avait déjà battu Nunes, c'est elle qui avait ravi la première fois la ceinture à Amanda Nunes, qui l'avait récupérée par la suite. Là, elle avait récupéré sa ceinture contre Pennington. Et donc Kayla Harrison c'était la prochaine justement à pouvoir l'affronter. Kayla Harrison, qui est l'ancienne championne du PFL, qui justement, enfin, tout le monde voulait qu'il y ait le combat contre Nunes. Donc dans les deux cas, il y avait un intérêt. Alors surtout avec Kayla Harrison, mais pour que Nunes revienne, car elle a dit qu'elle en avait l'envie. Et donc pour avoir un fight, un super fight entre les deux, un fight qu'on voulait avoir un des plus gros fights en fait féminins de toute l'histoire du MMA, tout simplement entre les deux. Eh bien, on va l'avoir ce fight parce que Kayla Harrison a fait le match parfait. Justement, alors avec une Juliana Pena qui pareil, hein, n'a pas réussi à imposer quelconque jeu dans ce fight, puisqu'on sait que elle a une boxe qui peut user l'adversaire, hein, alors qu'elle est pas très académique, mais elle est assez rentre dedans. C'est comme ça qu'elle avait réussi à avoir Amanda Nunes en l'usant, en la fatiguant, en lui rentrant dedans, en l'harcelant, jusqu'à ce qu'elle craque et qu'elle puisse après aller chercher la soumission. Là, pour le coup, elle a jamais pu se mettre en place et elle a jamais pu en fait imposer quelconque travail puisque Kayla Harrison avait une boxe certes très académique mais plutôt efficace et surtout en pression où elle allait toujours de l'avant et et donc moi ce que j'ai noté tout de suite c'était pour l'instant c'est Harrison qui avance mais attention au contre de Pena. Voilà, j'avais peur du contre de Pena mais ces contres ils ne sont pas vraiment arrivés parce que en fait dès le premier contact à la cage de Harrison, en fait on a vu la différence de niveau, on le savait en judo puisque elle est double championne olympique de judo, ce qui n'est pas rien, on va pas se mentir, et surtout en termes de physique. Donc puisque elle est rentrée tout de suite collée à la cage, double under justement sur Juliana Pena,
Juliana Pena qui parvient à peine à rentrer le bras sous l'aisselle de son adversaire pour essayer de recomposer, essayer de défendre, qui se fait amener tout de suite au sol et tombe tout de suite, enfin justement, Kayla Harrison tombe tout de suite sur une position latérale, très intéressant puisque ça permet de travailler sans avoir la problématique de la garde ou de la mi-garde, d'admi-garde et donc d'éviter les renversements. Mais Pena est très bonne au sol, ne nous mentons pas. Elle arrive très vite à recomposer une demi-garde, elle reprend la garde papillon, elle arrive à reprendre la full garde. Ça, j'ai pas compris pourquoi. Parce que on sait très bien que la full garde, la garde fermée, c'est pas une garde qui permet forcément de garder de la distance, c'est pas une garde qui forcément permet de pouvoir renverser. Alors on comprend très vite que son objectif c'est d'essayer d'aller attaquer le Juji. On voit qu'elle monte très haut ses hanches, qu'elle monte très haut ses jambes, qu'elle essaie de venir au niveau de la ligne d'épaule. Mais bon, Kayla Harrison, on va dire que le Juji Gatame, le armbar, dans le judo c'est une des clés qui est assez fréquente. Donc elle allait pas se faire piéger là-dessus. D'ailleurs, elle était très vigilante et elle faisait en sorte de garder toujours ses coudes près d'elle et de pas envoyer des grands endpoints non plus trop grands, sauf quand elle arrivait à prendre assez de distance pour pouvoir frapper. Mais quand elle était justement dans cette phase de danger où les hanches montaient, on voyait qu'elle avait une responsabilité défensive avec les coudes très près du corps pour éviter de prendre un jugé qui était très bonne. Donc aucun risque à ce niveau-là. Pena a fait preuve dans le premier round d'un manque de lucidité parce que dès qu'elle a eu un peu d'espace, elle a commencé à envoyer trois upkicks illégaux justement à Kayla Harrison parce que en fait Kayla Harrison était à genoux, donc en fait pour envoyer des upkicks il faut que l'adversaire soit debout. À partir du moment où là, les deux genoux sont au sol ou même un genou est au sol, maintenant la règle elle est beaucoup plus claire. À partir du moment où on est au sol, il y a plus, on n'a pas le droit de frapper avec un pied au visage. Donc, un, c'est un accident. Trois, c'est une tentative de finaliser un combat. Ce qui fait que l'arbitre, Lynn Ribeiro, a tout de suite très bien réagi et a mis un point de pénalité à Pena, ce qui d'office, même si il n'y avait pas vraiment de doute là-dessus, permet en fait à Kayla Harrison de remporter le round parce qu'avec ce point de pénalité, forcément, elle ne pouvait pas revenir au score. Même si elle s'est repartie debout et qu'elle a essayé d'accélérer un petit peu sur la fin du round, elle aurait jamais pu faire suffisamment de dégâts pour récupérer ce round justement contre Harrison. Donc un premier round à sens unique, en fait, tout simplement avec ce manque de lucidité là de Pena qui, alors, soit manque de lucidité, soit volonté de peut-être de jouer avec le règlement, en fait, hein, de tricher entre guillemets. Alors, c'est un jeu risqué parce que quand on vient mettre un upkick et on met justement une Kayla Harrison dans une situation où le combat est dur à reprendre parce que ouverture, parce que sonner, parce que ceci, parce que cela, bah on risque la disqualification. Mais on sait que le flou qu'il y a dans le règlement qui fait que la disqualification n'est pas automatique, mais qu'on demande au combattant s'il veut continuer à combattre ou pas, et qu'on sait on peut parier sur le fait qu'une Kayla Harrison n'acceptera jamais de gagner un titre en disant non, j'arrête de combattre, l'autre est disqualifié et on me donne la ceinture. Donc c'est un pari, mais qui aurait pu être gagnant entre guillemets. Alors c'est compliqué à dire, hein. Mais en tout cas voilà, s'il y avait un dégât suffisamment fort pour lui redonner un petit ascendant sur la suite du combat, vu que c'est 5 rounds, on peut se permettre de perdre le premier, vu que c'est scoré au round et pas au combat. Excusez-moi. Pardon. C'est ça de parler tout seul, on n'arrête jamais. Ça aurait pu être à son avantage. Alors là, je vais très loin dans la réflexion, hein, mais je pense que c'était plus un manque de lucidité. Mais bon, voilà, on sait que des combattants le disent eux-mêmes que jouer avec le règlement, c'est quelque chose qui est tout à fait normal et que c'est une arme supplémentaire à mettre en place dans un combat. Donc Juliana Pena, potentiellement, en plus avec son caractère, pourrait peut-être jouer avec ce point de règlement et se dire voilà, certes, je prends un risque, mais en même temps, je peux m'assurer peut-être d'aller chercher un peu plus de comment dire de chance d'aller remporter ce combat avec avec
une Kayla Harrison un peu diminuée. Ouais. Pardon. Donc, le round 2 commence et Kayla Harrison continue à dérouler en boxe avec ce que j'ai beaucoup aimé, c'est son petit calf kick intérieur en mode fauchage de judo qui certes voilà, quand on est rompu au judo, son tranchant intérieur du pied il doit être en pierre, mais voilà, c'est ça fait mal, ça use. Ce que j'ai aimé sur le fait qu'il soit intérieur, c'est que ça casse en plus la structure d'une Pena qui ne donc n'est pas sur ses bases pour pouvoir boxer. Donc j'aime bien ce petit calf kick intérieur là, ce petit low kick intérieur très bas qui en plus peut faire chuter l'adversaire, on sait jamais sur un mauvais appui. Donc c'est plutôt sympa. J'ai bien aimé ce petit move spécifique d'une judokate et et Pena voilà essaye quand même de contrer avec son bras avant, essaye de mettre en place sa boxe, mais Harrison, voilà, encore une fois, va la coller à la cage, va envoyer quelques genoux. Pena essaye, elle, de crocheter, sans réussite. Alors il fallait essayer, hein, mais bon, c'est beaucoup trop stable du côté, les bases sont beaucoup trop solides du côté d'Harrison, donc c'était pas possible de l'amener. Et Kayla Harrison va l'amener, elle, par contre, avec un petit balayage intérieur. Elle va tomber dans la garde de Pena qui va s'accrocher à ses bras, qui va essayer de la conserver contre elle. Mais voilà, ça va pas, elle va pas pouvoir, l'écart de puissance est trop important, elle va pas pouvoir la bloquer très longtemps sans tétaniser, en plus en sachant qu'on est round 2 et qu'il y a 5 rounds. Donc tu peux pas te permettre de tétaniser tes bras trop vite. Kayla Harrison va commencer à envoyer du grand and pound. Pena va continuer à monter ses jambes avec l'espoir peut-être du Jujigatame. Elle est toujours sur cette stratégie. Je suis dans la garde, j'essaie de finaliser mon adversaire. Mais Kayla Harrison va la forcer à rouler en arrière pour la forcer la turtle position. Elle va tenter de lui prendre le dos. Elle va tenter de l'étrangler. Maintenant, je le redis, je le répète, Pena a un très bon sol. Elle va très bien réagir et sortir ses hanches pour l'empêcher de venir et de rester justement dans son dos. Et donc, elle va recomposer la demi-garde. Excusez-moi, je suis toujours dans cette toux qui vous fait chier, mais qui me fait plus chier parce je la vis plus que vous. Mais désolé pour vos oreilles dans les écouteurs, je sais. Euh, qui va réussir à recomposer la demi-garde. Et c'est pas mal, parce qu'à partir de là, elle peut commencer à travailler, surtout qu'elle s'est mis en demi-papillon avec un crochet. Et elle a conservé la tête de Kayla Harrison. Ça, c'est l'erreur dans cette histoire, parce qu'en fait, elle peut rien en faire. Si elle met sa demi papillon, l'idée c'est de mettre un bras sous l'aisselle et d'essayer de charger un peu son adversaire pour essayer de créer de la distance au mieux ou enfin au pire ou de renverser au mieux. Maintenant, quand on est stable, quand on a la stabilité d'un judoka, c'est très dur de renverser. Et c'était qu'une question de temps, en fait, avant que Juliana Pena, avant que Kayla Harrison arrive à sortir sa tête, donc d'avoir le bras de Pena disponible, d'entamer Sakimura, et comme elle était justement en demi-papillon, de venir casser, justement, le crochet de la demi-papillon, prendre la position latérale, venir placer sa jambe par-dessus la tête de Pena pour l'empêcher de se redresser, et à 10 secondes de la fin, de finaliser avec une Kimura énorme, d'une puissance. On voit que Pena tape très vite, parce que l'épaule, elle a dû être en tension plus que plus avec le physique de Kayla Harrison. À mon avis, quand elle enclenche une Kimura, ça doit faire très mal. Et pour le coup, voilà, elle l'a fait taper. Elle remporte cette victoire par soumission au round 2. Il n'aura fallu que 2 rounds pour devenir la nouvelle championne de l'UFC. Voilà, l'UFC a sa championne américaine, a sa judokate. C'est le retour de Ronda Rousey sous stéroïdes. Non, quand je dis ça, je ne dis pas qu'elle se dope, on n'en a pas la preuve, mais en tout cas, elle a un physique extraordinaire. On voit, enfin, c'est très sympathique, hein. Elle est toute contente. Enfin, vraiment, c'est marrant. C'est quelqu'un qui est vraiment attachant, Kayla Harrison. Pour le coup, et quand on regarde les Unbedded et tout ça, on voit qu'elle est plutôt sympa, plutôt simple. Elle a l'air d'être plutôt simple en tout cas. Et elle a la victoire simple et humble. Et c'est ça que j'ai aimé avec elle, c'est que certes, elle a fait une grosse masterclass dans cette cage. Certes, c'est une championne extraordinaire puisqu'elle est double championne olympique, championne du PFL et maintenant championne de l'UFC, mais elle a aucune animosité envers une Pena qui pourtant elle a essayé de trash talker un petit peu. Les deux se sont serrés dans les bras.
L'une a prié pour l'une, a prié pour l'autre, et vice versa. Donc voilà, beaucoup un moment de grâce religieux au milieu de cette cage, avec une Harrison qui a réussi à trouver d'ailleurs un psaume 316 pour l'UFC 316 justement pour montrer que le destin et les signes religieux étaient là pour savoir que sa victoire allait être pour elle. On est vraiment dans le c'est ça que j'aime avec les États-Unis, c'est que tout est un film. Tout on dirait que tout est scénarisé, mais c'est exceptionnel. En tout cas voilà, elle est contente, elle est heureuse, elle a gagné cette ceinture. Elle s'est permis de provoquer tout de suite Nunes qui était dans le public, et elle a réclamé un face à face avec Nunes qui a été refoulé à l'entrée à la base jusqu'à ce que Joe Rogan insiste pour qu'elle rentre puisque l'UFC n'avait pas prévu que ce face à face se fasse justement. Alors faire venir une Nunes plus tôt. Déjà dans les anciens événements, je sais plus si c'est en conférence de presse, pour dire qu'elle voulait revenir la ramener lui faire prendre le micro justement enfin il y avait une histoire comme ça je crois où elle avait pris le micro non c'était Juliana Pena qui avait dit qu'elle voulait Nunes avant Kayla Harrison quand elle avait gagné la ceinture. Là ils la font venir dans le public et ils n'ont pas du tout envisagé qu'un face-à-face pouvait se faire et qu'elle pouvait rentrer dans la cage. Que ça pouvait être le début de du combat historique dont je parlais tout à l'heure. D'ailleurs, un qui était pas du tout content que Kayla Harrison justement appelle Nunes au micro, c'était Ali Abdelaziz, qui tout de suite a fait une tête genre non 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 c'est pas grave, on n'est pas obligé justement de faire ce face-à-face. C'était important. Moi, je pense que c'était important. C'est le combat qu'on attend depuis longtemps, que les gens qui suivent Kayla Harrison, justement au PFL, et les gens qui suivent Nunes à l'époque, quand elle était encore championne, avant qu'elle prenne sa retraite, attendaient. S'il y a un face à face à faire, alors que des fois il y a des face à face qui sont faits et qui sont très malaisants, là s'il y a un face à face à faire, c'était bien celui-ci, justement en sachant en plus qu'il y avait aucun risque de débordement sur ce face-à-face, parce qu'il y a beaucoup de respect entre les deux. Je viens de le dire, de toute façon, j'ai l'impression que Kayla Harrison est quelqu'un de plutôt sympathique. Nunes, c'est pas non plus une fille qui fait des débordements. Donc, pour le coup, il y a eu voilà énormément de respect. Nunes a accepté justement ce super fight, a accepté d'essayer de reprendre sa ceinture face à Harrison. Il y a eu le face-à-face qui était très intense. D'ailleurs, j'ai le même là qui tourne là en ce moment entre justement attends c'est comment le catcheur je sais plus et où ils ont fait un parallèle entre Michael Jackson et le catcheur comment il s'appelle celui qui joue dans Fast and Furious, j'ai un trou de mémoire et j'ai personne pour gommer ce trou de mémoire mais c'est pas grave. John Cena je crois que c'est ça, je crois que c'est Cena où justement ils ont mis les deux photos l'une en dessous de l'autre, c'est très très drôle. Mais voilà, j'espère que l'UFC va nous gratifier de ce combat-là. C'est la suite logique. Effectivement, si Nunes doit revenir, c'est la suite logique d'avoir ce fight-là. Alors certes, effectivement, ça met en stand-by des combattantes de cette catégorie qui potentiellement auraient pu monter au titre, mais c'est une catégorie qui de toute façon n'est pas très excitante enfin vraiment pour le coup. Kayla Harrison a mis un peu de renouveau dans cette catégorie, a relancé un peu cette catégorie. Donc voilà, on va dire que ça serait continuer un peu plus sur cette lancée, sur le fait de redonner de l'attrait au poids coq féminin. Donc, euh, donc c'est plutôt cool. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est de ce combat sans l'avoir analysé? En fait, la problématique, c'est que Nunes, on ne sait pas dans quel état de forme elle est et surtout techniquement comment elle est. Là, l'envie est là. Ce qui lui avait posé problème contre Pena la première fois, c'était l'envie de continuer à combattre, visiblement. Là, pour le coup, elle est déterminée à revenir. On va voir ce que ça va donner. Euh, En boxe, il y a une carte à jouer, très clairement, parce que certes là, Pena n'a pas réussi à mettre en place quelque chose pour contrer Kayla Harrison, mais Nunes c'est un autre niveau. C'est voilà en termes de puissance et en termes de technicité, c'est un autre niveau. Je pense qu'elle peut vraiment faire mal justement à Kayla Harrison. Et après, on verra en termes de défense de lutte et en termes de niveau de sol, parce qu'on sait que Nunes, elle est très très complète. Si on a la Nunes des grands jours, honnêtement, je la vois reprendre sa ceinture.
même si l'écart physique peut être important, mais je la vois reprendre sa ceinture. Maintenant, si elle est pas à fond, si le ring rust a trop joué, effectivement, vu ce qu'on a vu là, la domination encore une fois en judo au sol avec le grand handpan et avec les soumissions étant très importante et très comment dire très prépondérante chez Harrison. Là, pour le coup, elle pourrait remporter ce combat. Donc tout dépend de la Nunes qu'on aura dans la cage le jour J, si elle est si elle est prête ou pas si elle est prête ou pas physiquement en fait, plus que mentalement, mais physiquement et techniquement. À voir, à voir. Mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais vraiment ce combat-là, c'est celui qui fait sens pour la suite dans cette catégorie. On finit et on enchaîne avec le main event de cette UFC, la revanche de Sean O'Malley contre Merab Dvalishvili dans la catégorie des poids coqs aussi, donc des poids coqs masculins cette fois-ci. Alors ce qui est marrant, c'est qu'entre la catégorie des poids coqs masculins et la catégorie des poids coqs féminins, on a l'impression que les plus balèzes, ça se passe chez les filles, pour le coup. Vraiment c'est très impressionnant. Mais c'est la taille qui fait la différence, hein, on va pas se mentir. Mais c'était marrant. On a l'impression que les poids coqs féminines sont plus balèzes que les poids coqs masculins. C'était une petite parenthèse, mais ça m'a marqué. Ça m'a marqué. C'est comme ça. Ce combat, donc je l'ai dit, est une revanche puisque la première fois il avait été dominé justement par Merab Dvalishvili qui avait gagné à la décision unanime le combat contre O'Malley. O'Malley qui entre temps avait dit voilà, avait sorti pas mal d'excuses, mais surtout la plus plausible c'était celle qui est du fait qu'il devait se faire opérer de la hanche, cette hanche qui l'avait bloqué dans sa préparation et dans son combat parce que il pouvait pas boxer correctement, parce qu'il pouvait pas lutter, parce qu'il pouvait pas faire de sol. Donc c'était assez compliqué et c'est vrai qu'on avait vu un O'Malley un peu différent de d'habitude avec moins de footwork, avec moins de variété dans les frappes, avec ouais qui était plus limité en fait, on va dire que d'habitude. Donc ça donnait un intérêt à ce combat-là, pas pour tout le monde. Nous, je sais que ça nous intéressait parce que sa qualité de striker faisait que et surtout son pouvoir de KO faisait que il y avait quand même un chemin de victoire potentiel pour O'Malley. Maintenant, Merab reste un bourbier et je le dis, je le répète, le plus gros adversaire de Merab, je pense que c'est lui-même. Ou avec tout ce qu'il fait dans la vie, avec tous les jours où il se met en danger, je pense que la fois où il va perdre sa ceinture, c'est parce qu'il se sera soit blessé trop gravement, soit même passé ailleurs, dans l'au-delà, dans le sens où vraiment quand parce que là pour le coup c'est pas des petits dangers quand il vient et qu'il saute d'un balcon d'un balcon à un autre, qui trébuche sur la rambarde, enfin voilà, un jour il va tomber de 4 étages et puis on l'aura dans les faits divers bah, la fin d'un Merab, ce que je ne souhaite pas, je touche du bois, je lui souhaite longue vie parce que j'adore ce mec. Pour le coup il est rayonnant, mais à la fois voilà, je pense qu'il a une bonne étoile. Vraiment, je pense qu'il a une bonne étoile parce que moi le quart de ça y est, je suis déjà tétra pour le coup. Il avait dit que la première fois il avait joué un petit peu avec lui et que cette fois-ci il allait montrer un Merab beaucoup plus féroce, on va dire, avec une véritable envie de finaliser le combat. Il l'a dit, il a pas menti. Il a pas menti et c'est ce qui s'est passé. Et assez rapidement. Et pourtant, on ne pouvait y croire au début parce que O'Malley a mis en place tout ce qu'il devait mettre en place, tout ce qu'on avait annoncé en fait dans l'analyse il y a des mois et des mois pour pouvoir justement contrer le lutteur qui est Merab. C'est-à-dire il a commencé round 1 en avançant tout de suite, mais en étant très bas sur sa position. Donc justement pas très haut, donc enfin pas droit sur sa posture, donc qui favorise les takedowns, mais vraiment très bas. Il commence à envoyer des coups de pied retournés au corps. Donc voilà, dans l'idée où si Merab justement voulait shooter à ce moment-là, bah tu peux le télescoper à ce moment-là, comme ça avait été le cas. Alors non pas sur une amenée au sol, mais on parlait d'Holloway tout à l'heure contre Geji, donc tu peux le télescoper. Même s'il y avait pas de mauvaises intentions dans le coup de pied, c'était vraiment histoire de prendre ses marques sur ce premier-là. Mais un Merab qui très rapidement en fait malgré ça, malgré les front kicks, malgré les frappes enfin les jabs à différentes hauteurs, malgré enfin les frappes au corps de O'Malley, donc malgré les déplacements d'O'Malley qui se déplace beaucoup, on a un Merab qui cadre à la cage
petit à petit, qui essaye de mettre O'Malley à la cage. Alors, certes, au début, c'est pas chose facile, puisque O'Malley se déplace vraiment très bien. On parlait du footwork à mettre en place. C'est ce qu'il fait, et d'ailleurs, il se déplace tellement bien et tellement beaucoup que Merab lui court un petit peu après. Mais ça ne va pas l'empêcher en fait d'arriver à casser la distance. Alors, vraiment, pour le coup, au début, O'Malley touche en anglaise, touche dur, enfin dur entre guillemets, parce que on sent qu'il met pas toute sa puissance dans ses frappes, mais en tout cas voilà, c'est lui qui score. Il score plus que Merab. Merab lui court après, il score, il score, il score. Le problème, c'est qu'il y a eu un moment où Merab va lui courir un tout petit peu plus après, et O'Malley va s'en mêler les pieds, va tomber, et il va y avoir une première amenée de Merab justement au sol. Et O'Malley va réussir à se relever assez rapidement. Et à rompre le contact aussi assez facilement. Et franchement, dans ce premier round, on se dit que c'est pas mal. Il y a de la boxe intelligente, il y a une recherche de game plan, il y a de la défense de lutte, ça se relève assez facilement, mais il y a aussi du déchet. Il y a du déchet, enfin on sent que, je sais pas si c'est de la précipitation ou c'est un manque de réussite ou un manque de confiance, parce que on l'a dit, je le disais encore tout à l'heure, quand t'es dans un état de grâce et quand tu ne l'es pas. Quand t'es en pleine confiance, quand t'as confiance en toi, t'as souvent tendance à mieux réussir ce que tu entreprends. Je vais pas faire du mindset à deux balles, on n'est pas là pour ça, mais en tout cas, t'as tendance à réussir un peu plus ce que tu entreprends. Et le problème, c'est que là, j'ai l'impression que O'Malley, il n'était pas du tout là-dedans. Et on le voit quand il envoie un coup de genou en sortie, justement, dans ce premier round, où il tombe directement derrière. En fait, dans le premier round, il tombe deux fois. La première fois, il se prend les pieds dans le tapis, il tombe, Merab en profite. La deuxième fois, c'est sur un coup de genou. Il fait son coup de genou sauter, mais à la fois, il glisse, il tombe. Il s'embarque un peu trop dans sa frappe, et il tombe au sol. Donc, Merab, lui, par contre, quand il actionne, ça réussit. Il le ramène au sol, encore, et le conserve, avec les jambes en l'air. Donc ça, c'était intéressant parce que O'Malley a une faculté à se relever, à reprendre ses appuis et à se relever à la cage. Le fait de conserver les jambes de O'Malley en l'air, en fait, avec un O'Malley sur les bras, eh bien, ça l'a empêché de se relever tout de suite. Et surtout, c'est lui qui a décidé, en fait, quand est-ce qu'il allait le relâcher et puis revenir casser la distance pour justement le conserver au sol et envoyer son grand endpoint. Donc encore une fois, hein, c'est très joueur de la part de Merab, mais c'est aussi très intéressant techniquement. Surtout qu'il va réussir à placer son grand endpoint assez longtemps. O'Malley va finir par se relever en fin de round, mais ça va lui permettre, alors pour beaucoup, de scorer ce round. Moi aussi, je l'ai donné à Merab, mais c'est un premier round qui est quand même assez serré, qui aurait pu tomber d'un côté comme de l'autre. Pour le coup, j'ai pas regardé la scorecard des juges, mais je serais pas étonné que des juges l'aient donné d'un côté ou de l'autre. Moi, je le donne à Merab parce que peut-être plus comment dire, plus efficace, mais en tout cas en termes de scoring de frappe et tout ça, enfin O'Malley il est bon, il est bon sur ce premier round et c'est rassurant parce qu'on se dit que voilà, il va prendre ses marques, il peut monter en confiance et il peut peut-être essayer de faire mouche en fait avec sa boxe comme il l'avait fait avec Sterling par le passé. Sauf que ça va pas se passer comme ça parce que dès le round 2, Merab passe la seconde. Il presse vraiment encore plus sur O'Malley. Alors O'Malley, on voit encore une fois son coup de pierre tourner. On sent que c'est une arme qu'il a travaillé, mais encore une fois, c'est une arme qu'il a travaillé, mais qu'il envoie pas forcément avec des mauvaises intentions. Encore une fois, s'il y a bien un truc que j'ai remarqué sur O'Malley sur ce combat-là, c'est que il touche, c'est propre, c'est précis, mais il n'y a pas il y a pas cette même envie de faire mal comme il y a eu contre Chito Vera, par exemple. Où là, chaque frappe, on sentait qu'il voulait briser Marlon Vera. Là où contre Merab, c'était pas le cas. Vraiment, pour le coup, c'était pas le cas. Il touchait, il déroulait, il faisait ce qu'il avait à faire, mais il n'y avait pas d'intention de vraiment de briser justement Merab. Alors que Merab, lui, bah, il continue à avancer. Et en fait, il met tellement la pression et il y a tellement cette crainte de sa lutte qu'il touche en anglaise. Il touche, il arrive à toucher. Même s'il prend quelques contres, hein, il prend une belle droite d'O'Malley, mais Merab il accélère.
il accélère en boxe pour coller à la cage. En fait, il veut vraiment le coller à la cage et il commence à prendre single leg. Alors, il attaque le single leg, il attaque plusieurs fois justement au Malais, qui arrive à défendre constamment, soit en échappant sa jambe, soit en comment dire, soit en défendant un peu plus classiquement, mais en tout cas, il est bon au Malais sur les défenses. On l'avait déjà noté quand on avait fait l'analyse du combat. Toutes les défenses qu'il met en place d'habitude, qu'il avait mis contre Petroyan et tout ça, il les met en place contre Dvalishvili. Alors on le sait, Dvalishvili, il ne s'acharne pas à à attaquer et à essayer de absolument d'amener au sol sans lâcher son adversaire. Lui il préfère harceler. C'est le moustique qui te harcèle, qui vient, qui te chante à ton oreille pendant des heures, une nuit d'été. C'est-à-dire que il vient, il te fait une attaque, il te relâche, il te refait une attaque, il te relâche, il te refait une attaque, il te relâche. Il sait que de toute façon son cardio il est limité, donc il peut faire ça sur 5 rounds sans problème, et qui va monter en puissance en plus au fur et à mesure des rounds. Donc même si il arrive à toucher, même s'il arrive à défendre, mais on sent que c'est qu'une question de temps en fait. Il arrête pas, il continue à accélérer. Il a passé la seconde beaucoup plus vite que dans le premier combat. Donc donc voilà. Et et donc voilà, même s'il y a des défenses, en tout cas, on sent que Merab il est là. Ce round, on peut le donner à Merab aussi puisque il touche en boxe, il arrive à prendre le contrôle en lutte, même si c'est défendu, on sent que le rythme et que le combat, il est en tout cas ce round-là, il est pour Merab sans souci. On arrive dans le troisième round et là, Merab accélère encore une fois. Il attaque tout de suite. Il prend en lutte tout de suite justement au Malais. Et cette fois-ci, en fait, contrairement au deuxième round, il va changer sa façon de faire. C'est-à-dire qu'il voit qu'à la cage, c'est très bien défendu par O'Malley. Donc cette fois-ci, en fait, il va l'arracher et il va l'envoyer en centre-cage. Ça, c'est quelque chose qu'il a déjà fait. On sait qu'encore une fois, hein, il est joueur, hein, mais pour le coup, il va le poser sur son épaule, il va l'arracher, il va le jeter en centre-cage, ce qui fait qu'il va l'éloigner justement de la cage, ce qui va lui permettre de le conserver beaucoup plus facilement au sol, parce que justement, il le prive d'une arme pour se relever. Et O'Malley va prendre effectivement la garde, sauf que ça va pas l'empêcher de prendre surtout le grand endpoint de Merab, mais bon voilà, il va durer au sol. Merab va vraiment lui faire du mal au sol, mais bon, O'Malley va réussir petit à petit à se rapprocher de la cage, à essayer de tourner ses épaules, de retourner jusqu'à ce qu'il puisse se retourner, jusqu'à ce qu'il parvienne à se relever. Alors le temps de contrôle, il est bien dans la faveur de Merab, mais en tout cas voilà, il va parvenir à se relever. Sauf que le problème, c'est que derrière, Merab va décider de ne pas le relâcher, puisqu'il va le faire tomber trois fois d'affilée, donc la troisième fois avec un crochetage. Et en fait, à chaque fois, et on avait vu déjà dans le premier round, quand O'Malley se relève, il a tendance à remettre enfin, à poser ses mains au sol, et donc à offrir sa tête. Il y avait déjà eu un prémisse de guillotine, déjà, si on regarde bien dans le round 1, où il lui saisit la tête, mais O'Malley arrive à tourner sa tête, à présenter son oreille au buste de Merab et à sortir. Cette fois-ci, ça sera pas le cas, puisqu'il va choisir non pas la guillotine, enfin il va rentrer comme une guillotine au début, mais surtout il va verrouiller comme un ninja choke. Enfin, c'est pas comme un ninja choke, c'est-à-dire que c'est comme un bras-tête, mais sans le bras. Et cette fois-ci, en fait, on sent l'urgence. On l'a dit tout à l'heure, hein, pour Luque quand il était pris dans le bras-tête. Cette fois-ci, on sent l'urgence puisqu'il va essayer de tourner justement pour essayer de créer l'espace et s'échapper de cette soumission. Le problème, c'est qu'il va se retrouver donc en nord-sud avec un Merab justement qui va ne pas lâcher sa ninja choke, mais en plus de ça, va la renforcer en mettant son avant-bras vraiment au niveau de la gorge de d'O'Malley et voilà, la pression sera trop forte et O'Malley sera contraint de taper. Il va soumettre O'Malley et là, on se dit qu'un Merab qui normalement gagne à la décision, s'il commence à se mettre à faire des soumissions, ça va devenir un bourbier encore plus grand que d'habitude. Franchement, pour le coup, il a fait une masterclass. Une masterclass en boxe. Alors, il s'est pas endormi sur sa boxe, parce qu'on avait cette crainte-là. Il y en a beaucoup qui pensent que Merab, au bout d'un moment, va essayer de faire une Belal Mohamed et va essayer de boxer un petit peu plus et ça y est, ça le conduira à sa perte.
mais je pense qu'il est trop intelligent pour ça et trop, il aime trop en fait harceler justement ses adversaires avec la lutte et pour le coup sa boxe pour lui elle est vraiment au service de sa lutte. Il a réussi à la mettre en place encore une fois, il a réussi à mettre du rythme encore une fois et cette fois-ci il a réussi à soumettre et ça pour le coup c'est vraiment ce qui rajoute encore un peu de superbe à ce combattant qui dit qu'il a pas encore tout montré, qu'il a encore des armes à nous présenter et là il nous l'a prouvé et on verra ce que ça donne pour la suite mais franchement c'est un combattant qui va être dur à détrôner. Donc victoire par la soumission, justement au troisième round de Merab, qui dit qu'on est tous pareils, hein, que Dieu nous a fait tous pareils, il nous a tous créés pareils, et que c'est juste une question d'entraînement quand on lui demande pourquoi il a autant de cardio. Alors Merab, t'es sympathique, mais non, on n'est pas tous les mêmes. Moi je peux m'entraîner autant que toi, je n'aurai jamais ton cardio, c'est pas possible. Mais en tout cas voilà, il a annoncé que le prochain adversaire pour lui c'était Cory Sandhagen. Donc alors, j'ai tout vu là-dessus. Moi, c'est un match-up qui me déplaît pas. Parce que Cory Sandhagen, ça fait longtemps qu'il est là. C'est un pensionnaire du top 5 de cette KT depuis longtemps. C'est un combattant qui peut être surprenant, hein. Là-dessus, il y a pas de souci. On a vu son dernier combat le combat qu'il a fait contre Umar Nurmagomedov, qui était vraiment très accroché. Alors certes, il perd, mais voilà, en boxe, en lutte et au sol, il a montré qu'il était largement au niveau. C'est un combattant qui peut, qui peut t'apporter en fait des choses différentes des autres combattants. Il est très bon hein, techniquement. Donc et puis en plus en termes de cardio, il tient le choc, il tient la route. Écoutez, moi c'est un match-up qui me déplaît pas. Alors certes, ce que j'entends c'est que c'est une réduction dans le niveau d'adversité par rapport à Oumar, par rapport à O'Malley. On descend dans l'adversité. Les gens ne croient pas du tout en Sandhagen. Honnêtement, Sandhagen, O'Malley, là, si on met les deux sur la même ligne, euh, on va dire que Sandhagen a peut-être un peu plus d'armes à mettre en opposition à Dvalishvili. Alors peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est un combat qui va être très intéressant et qui va pas se finir comme ça aussi facilement. Je pense qu'il sera, alors certes à la faveur de Dvalishvili, mais qui sera beaucoup plus équilibré entre guillemets hein, quand je dis ça, mais qu'on veut bien le croire. J'aime bien ce match-up là. Et puis en même temps, il a rincé toute la catégorie. Il y a un moment, il faut du sang neuf et ils se sont pas encore affrontés. Et puis voilà quoi, Sandhagen, c'est pas déconnant. Donc c'est pas déconnant. C'est vrai que alors après quand les gens disent qu'ils veulent voir Umar Nurmagomedov contre Sean O'Malley, écoutez, je ne sais pas quoi en penser. Alors oui, Sean O'Malley, va falloir le reclasser. Va falloir lui donner un nouveau fight. Est-ce que lui donner Umar, c'est une bonne chose? Est-ce que l'UFC va le faire? En sachant que c'est quand même une star de l'UFC. Est-ce qu'ils veulent l'enterrer définitivement? Parce que pour le coup, là, c'est un combat qui est tout aussi compliqué que celui qui vient de vivre contre Dvalishvili. Même si ça peut durer un peu plus en boxe, mais j'y crois même pas. Je pense que la stratégie, elle va être le phaser plane. Il va l'amener au sol, il va l'emmener en eau profonde assez facilement. Écoutez, je sais pas quoi penser. Je sais même pas si, de toute façon, quel est l'avenir d'O'Malley justement à l'UFC, parce que honnêtement, on a l'impression qu'il est plus du tout dedans, qu'il est sur d'autres sphères. Alors là, il avait dit qu'il avait arrêté la drogue, qu'il avait arrêté la masturbation, qu'il avait arrêté les jeux vidéo et tout ça pour ce combat. Mais là, en fin de fight, en fait, sa réaction, c'est juste de dire que Merab est un dur à cuire, qu'il vient d'avoir un nouveau bébé, qu'il a un premier enfant, qu'il a sa femme, qu'il a hâte de les retrouver, de passer du temps avec eux. C'est comme s'il y avait une flamme qui s'était éteinte, justement, chez O'Malley. Je sais pas, c'est un ressenti, mais je sais pas ce que ça va donner pour la suite, mais je pense pas que, d'une part, qu'il reviendra au titre, même si Dvalishvili venait à le lâcher, ouais, j'ai du mal à le voir continuer à performer pour l'instant. Je sais pas s'il a pas cette confiance en lui. C'est ce que je disais là tout à l'heure. Là, on sentait qu'il avait pas cette envie de finir le combat, cet état de grâce, cet état de flow. Et s'il l'a pas, j'ai l'impression que ça va lui desservir psychologiquement.
Donc euh, donc ouais, à voir pour la suite. Je peux pas le dire tout de suite. Il faut attendre un autre combat pour confirmer ce ressenti. Mais ouais, si ouais, s'il est encore dans cet état d'esprit-là, je le vois pas performer plus longtemps que ça à l'UFC. En plus, il gagne son argent à l'extérieur, il gagne mieux sa vie à l'extérieur que dans l'organisation. Il a pas besoin de l'organisation pour vivre. J'ai du mal à le... Enfin voilà, la ceinture c'était un objectif, il l'a eu. J'ai l'impression que maintenant qu'il l'a eu, en fait, il est plus dedans. Donc à voir ce que ça va donner. En tout cas voilà, ce qui était très drôle aussi sur cette UFC, c'était cette allégeance à Trump où tout le monde vient saluer le suzerain des États-Unis. Jusqu'à Merab Dvalishvili d'ailleurs, je sais plus qui c'est qui a dit ça, mais je sais plus si c'est sur notre groupe de podcasteurs ou pas, mais qui disait que Merab était très heureux d'avoir rencontré Donald Trump, mais que dans d'autres circonstances, il aurait été le chercher sur le chantier pour le renvoyer dans son pays. Donc c'est très vrai. Non mais c'est vraiment cette mascarade autour de Trump encore une fois sur cette UFC, enfin comme sur tous les UFC numérotés. C'est c'est drôle et c'est ouais, sociologiquement, c'est intéressant à observer. C'est très intéressant à observer. Franchement, j'ai l'impression que c'est une clause dans les renouvellements de contrat où il faut aller absolument saluer Donald Trump après chaque combat, avant chaque combat. Faut vraiment lui prêter allégeance parce que sinon t'as pas ta prime, t'as pas ton bonus en fait. Si t'as pas rempli la clause, t'as pas ton bonus de serrage de main. C'est particulier. C'est assez particulier. Bon, bah écoutez, j'ai fait le tour cette UFC 316. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à le regarder, parce que comme je vous ai dit, c'était pas extraordinaire, mais c'était quand même pas le pire des UFC qu'on avait à voir. Ce qui est intéressant, c'est surtout le prochain là qui arrive, parce que le prochain UFC qui n'arrive pas tout de suite, hein, c'est à la fin du mois, c'est le 29 juin, mais c'est surtout le combat, c'est justement l'International Fight Week, donc là ça va être autrement intéressant, parce que on a Ilia Topuria contre Charles Oliveira, on a Alexandre Potoja contre Keikara France, le combat aussi Benel Dariush contre Renato Moicano, ça m'intéresse, hein, ça m'intéresse ce combat, parce que c'est deux gros protagonistes du sol, donc ouais, c'est plutôt cool. Bon, par contre, Roman Kopylov, j'espère qu'il va nous débarrasser de Paulo Costa, parce que là Paulo Costa, pour le coup, c'est pas le genre de combattant que j'ai hâte de revoir. Mais en tout cas, voilà, c'est un UFC qui est plutôt pas mal. Donc on va voir comment on va préparer ça. Déjà, il y a Topuria, Charles Oliveira, je pense que ça sera préparé, ça c'est sûr. Pantoja contre Kekara France aussi, ça m'intéresse. De toute façon, Pantoja, on sait qu'on l'apprécie énormément, hein, ce combattant-là, très complet aussi. Donc voilà, un peu de patience, mais on aura les débuts de Topuria chez les légers. Ça, on l'attend beaucoup. Enfin, les débuts. La continuité, puisque on l'oublie souvent, mais il a déjà combattu, on l'a déjà dit, chez les légers contre Jay Herbert. Donc à voir. Bon, bah écoutez, monsieur, dame, en tout cas, c'était un plaisir de faire ce récap de l'UFC avec vous. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, quel est le match que vous avez préféré, quelles sont les projections que vous voyez aussi pour chacun des combattants justement qu'il y a eu sur cette carte. Et puis en attendant, likez, commentez, partagez, cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater, les 5 étoiles sur les plateformes de podcast, le lien Tipeee en description si le cœur vous en dit, et j'ai oublié depuis le début, Import Fight. J'étais tellement perturbé à le faire tout seul que j'ai oublié d'en parler. Import Fight, les amis, ce site de vente de matériel de MMA, de grappling, de boxe, qui vend des marques en France qui ne sont vendues en France que sur Import Fight, que ça soit Corner, Hit and Move ou Primo. Ces marques-là sont à retrouver sur Import Fight. Des marques qui sponsorisent des combattants comme justement Belal Mohamed, comme Alex Pereira ou autres. Ou Anthony Pettis, par exemple, si on parlait du Bellator tout à l'heure. Donc n'hésitez pas justement à aller jeter un œil, le lien est en description. Il y a un code promo Tatami10 pour 10% de réduction sur tout le site. Donc si vous voulez avoir du style en étant différent des autres, c'est sur un portefeuille que ça se passe. Et puis moi en attendant, il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut!